Antoine Dubois était assis à sa table habituelle au Jules Verne, le restaurant le plus cher de Paris. Le serveur lui versa son vin de 1 000 €, tandis qu'Antoine consultait son téléphone. Un autre marché conclu avec succès. 20 millions d'euros de bénéfices. Un mardi comme les autres pour l'homme d'affaires le plus impitoyable de Paris. « Souhaitez-vous que je vous emballe vos restes, monsieur Dubois ?» demanda le serveur. « Non, jetez-les » répondit Antoine sans lever les yeux. La moitié de son steak restait dans l'assiette, ainsi que la plupart des accompagnements. Il ne terminait jamais ses repas. Pourquoi le ferait-il? Il pouvait commander ce qu'il voulait, quand il le voulait. Un petit mouvement attira son attention. Un garçon, âgé d'une dizaine d'années au plus, se tenait près de sa table. Ses vêtements étaient sales et déchirés. Ses cheveux noirs étaient en désordre et son visage était taché de boue. Mais ses yeux, il y avait quelque chose dans ses yeux qui mit Antoine mal à l'aise. Le garçon regarda la nourriture dans l'assiette d'Antoine, puis détourna rapidement le regard. Ses épaules minces se recroquevillèrent, comme s'il essayait de se faire plus petit. « Que faites-vous ici ?» La voix d'Antoine fendit l'air comme de la glace. « C'est un établissement privé. »« Je suis désolé, monsieur, » chuchota le garçon. « Je n'ai rien mangé depuis 2 jours. » La lèvre d'Antoine se retroussa avec dégoût. « Et c'est mon problème parce que... » Il regarda autour du restaurant. « Où est la sécurité? Comment ces déchets ont-ils pu entrer ici ?» Le garçon sursauta au mot « déchets », mais il ne bougea pas. Ses yeux restèrent fixés sur la nourriture. « S'il vous plaît, monsieur, juste les restes. Je nettoierai les tables, ou je laverai la vaisselle, ou... » « Pathétique !» cracha Antoine. « C'est ça le problème de la société. Des gens comme vous, qui mendient au lieu de travailler. Pas étonnant que vous n'ayez rien. Vous venez probablement d'une famille entière de perdants. » Les yeux du garçon se remplirent de larmes, mais il les essuya. « Ma mère n'était pas une perdante, » dit-il doucement. « Elle travaillait à 3 emplois. Elle a vraiment fait de son mieux. »« Visiblement pas assez, » railla Antoine. Il leva la main pour appeler la sécurité, et c'est alors qu'il le vit. Un éclair d'or au poignet du garçon. Le cœur d'Antoine s'arrêta. Le bracelet était vieux et légèrement terni, mais il le reconnaîtrait n'importe où. 2 dragons entrelacés, les yeux sertis de minuscules rubis. Il avait passé des mois à économiser son argent de poche pour en acheter des identiques pour lui et son frère jumeau, Louis, lorsqu'ils avaient 12 ans. Louis avait porté le sien tous les jours jusqu'à sa mort 10 ans plus tôt. Ce bracelet, la voix d'Antoine tremblait. Où l'avez-vous eu? Le garçon le recouvrit instinctivement de son autre main. C'était celui de ma mère. Elle me l'a donné avant qu'elle ne rejoigne le paradis. Elle a dit qu'il appartenait à mon oncle, mais il ne nous a jamais retrouvés. Le restaurant tourna autour d'Antoine. Il s'agrippa à la table pour se stabiliser. « Votre mère » chuchota-t-il. « Comment s'appelait-elle ?»« Sophie Lefebvre » dit le garçon. « Elle travaillait ici au nettoyage la nuit, jusqu'à ce qu'elle tombe malade. » Sophie Lefebvre, la petite amie de Louis à l'université, celle que leur père avait payée pour disparaître lorsqu'elle est tombée enceinte, celle que Louis n'avait jamais cessé de chercher. « Et votre nom ?» Antoine pouvait à peine articuler les mots. « Louis » dit le garçon, « Louis Dubois. Maman a dit qu'elle m'avait appelé ainsi en l'honneur de mon père. » Les jambes d'Antoine cédèrent. Il s'affaissa sur sa chaise, fixant son neveu. Le fils de Louis. L'enfant de son frère avait faim dans la rue pendant qu'il dînait avec des steaks de 1 000 €. Le directeur du restaurant s'approcha, prêt à faire sortir le garçon, mais Antoine leva la main. « Il reste ?» dit Antoine, la voix rauque. « Il est de la famille. » Le garçon, Louis, sembla confus. « Monsieur ?» Antoine se leva lentement et s'agenouilla devant son neveu. « Je suis ton oncle, Antoine, » dit-il, « et je suis tellement désolé qu'il m'ait fallu si longtemps pour te trouver. » Les yeux du jeune Louis s'écarquillèrent. Sa main alla au bracelet. « Maman a dit... Elle a dit que mon oncle était riche et puissant. Mais elle a aussi dit qu'il avait le cœur bon. Comme « Mon fantiou, père, elle a dit qu'un jour tu me trouverais. » Antoine sentit des larmes brûler dans ses yeux. Il n'avait pas pleuré depuis les funérailles de Louis. « Votre mère avait raison sur certains points, » dit-il. « Je suis riche et puissant. Mais elle avait tort au sujet de mon cœur. Je n'ai pas eu le cœur bon pendant longtemps, mais peut-être que tu peux m'aider à le retrouver. » Il tendit la main, montrant son propre bracelet, identique à celui que portait le garçon.
Qu'en dis-tu, Louis? Aimerais-tu rentrer à la maison avec moi? Le garçon regarda les bracelets assortis, puis le visage d'Antoine. Lentement hésitant, il prit la main de son oncle. Les agents de sécurité et le personnel du restaurant restèrent figés, observant l'homme d'affaires le plus notoire de Paris, serré dans ses bras, un garçon sans abri sale, pleurant ouvertement, au milieu du meilleur restaurant de Paris. Dehors, la ville poursuivait son activité trépidante du soir, mais à l'intérieur du Jules Verne, un miracle se produisait. Une famille brisée commençait à guérir, grâce à un bracelet en or et au vœu mourant d'une mère. Le trajet jusqu'au penthouse d'Antoine fut silencieux. Le jeune Louis pressa son visage contre la vitre de la limousine, regardant les lumières de la ville filer. Ses baskets sales effleuraient à peine les sièges en cuir, comme s'il avait peur de laisser une trace. « As-tu faim » demanda Antoine, essayant toujours de comprendre tout ce qui s'était passé. Louis hocha timidement la tête. « Oui, monsieur. Tu n'as pas besoin de m'appeler monsieur. Je suis ton oncle. »« Oui, oncle Antoine. » Les mots frappèrent Antoine comme un coup de poing dans l'estomac. Oncle Antoine. Il aurait dû être oncle Antoine depuis 10 ans. Au lieu de cela, il avait vécu sa vie privilégiée tandis que son neveu luttait dans la rue. L'ascenseur s'ouvrit directement sur le penthouse d'Antoine. Les yeux de Louis s'écarquillèrent à la vue de l'appartement immense. Des baies vitrées montraient les lumières scintillantes de la ville de Paris. Tout était élégant, moderne et cher, et complètement inhabité. Pas de photos au mur, pas de touches personnelles, rien qui ne donne l'impression d'une maison. « Madame Dubois » appela Antoine. Sa gouvernante apparut de la cuisine, s'arrêtant net lorsqu'elle vit Louis. « Dio mio » chuchota-t-elle, observant l'apparence du garçon. « Madame Dubois, voici Louis, c'est mon neveu. Il va vivre avec nous maintenant. » La voix d'Antoine ne laissait aucune place aux questions. « Pourriez-vous lui préparer quelque chose à manger ? Et ensuite lui faire prendre un bain ? » « Bien sûr, monsieur Dubois. » Les yeux bienveillants de madame Dubois s'adoucirent lorsqu'elle regarda Louis. « Viens avec moi, Nino, on va te remplir l'estomac. » Pendant que Louis mangeait 3 assiettes de soupe au poulet de madame Dubois, Antoine passait des appels téléphoniques. À son avocat, à son équipe de relations publiques, au détective privé qui n'avait pas réussi à retrouver Sophie Lefebvre 10 ans plus tôt. « Je veux tout » aboya-t-il au téléphone. « Dossiers médicaux, actes de décès. Où elle a vécu, où elle a travaillé, tout sur la vie de mon neveu au cours des 10 dernières années, et je le veux ce soir. » La voix douce de Louis interrompit ses appels. « Oncle Antoine ?» Antoine se retourna. Le garçon se tenait dans l'embrasure de son bureau, enveloppé dans un peignoir blanc moelleux trop grand pour lui. Ses cheveux étaient propres et humides après le bain. Sans la boue, sa ressemblance avec le frère d'Antoine était frappante. « Oui, Louis, Louis hésita. « J'ai quelque chose pour toi. Maman m'a dit de te le donner si je te trouvais jamais. » Il sortit une enveloppe usée de la poche de son vieux jean que madame Dubois avait plié soigneusement malgré leur mauvais état. Les mains d'Antoine tremblaient lorsqu'il prit l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une lettre, le papier mince et délicat avec l'âge. « Cher Antoine, » lut-il à haute voix, « si tu lis ceci, cela signifie que je suis parti et que Louis a enfin trouvé son chemin jusqu'à toi. Je veux que tu saches que je n'ai jamais dépensé l'argent de ton père. Je ne pouvais pas. Pas après ce qui s'est passé avec Louis, ton Louis, mon Louis, notre Louis qui nous aimait tous les deux tant. Je sais que tu me détestes probablement pour avoir disparu. Mais ton père a clairement indiqué ce qui arriverait si je ne le faisais pas. Il a dit qu'il s'assurerait que je perdrais mon bébé d'une manière ou d'une autre. Je ne pouvais pas prendre le risque, pas lorsque je portais le dernier morceau de Louis qu'il me restait. Je l'ai appelé Louis parce que je voulais qu'il soit fort et gentil comme son père. Je lui ai donné le bracelet pour qu'il ait toujours un lien avec sa famille, avec toi. Je lui ai raconté des histoires sur son père courageux et son oncle intelligent qui le trouverait un jour. S'il te plaît, Antoine, aime-le comme Louis. L'heure est fait. Donne-lui la vie que je n'ai pas pu lui donner. Et peut-être, avec le temps, tu pourras me pardonner de te l'avoir caché. Avec amour, Sophie. Antoine leva les yeux de la lettre. Louis se tenait tranquillement, le regardant avec ses yeux qui ressemblaient tant à ceux de son frère. « As-tu lu ça ?» demanda Antoine doucement. Louis secoua la tête. « Maman a dit que c'était seulement pour toi. Elle m'a fait promettre. » Antoine s'approcha et s'agenouilla devant son neveu. « Votre mère était une femme incroyable.
Et c'est moi qui dois demander pardon. J'aurais dû chercher plus fort. J'aurais dû vous trouver tous les deux. Maman a dit que tu me trouverais quand le moment serait venu, dit Louis. Elle a dit que tout arrive quand c'est censé arriver. Antoine serra le garçon dans ses bras, sans se soucier que son costume de 1 000 € se mouilla à cause des cheveux humides de Louis. À partir de maintenant, promit-il, personne ne nous séparera plus jamais. Dans son esprit, il pouvait presque entendre la voix de son frère. « Occupe-toi de mon garçon, Antoine, comme tu t'es toujours occupé de moi. » Madame Dubois regardait de l'entrée, essuyant les larmes de ses yeux. Pendant toutes les années où elle avait travaillé pour Monsieur Dubois, elle ne l'avait jamais vu montrer d'émotion, jamais vu le serrer dans ses bras, jamais vu qu'il se soucie de quelque chose d'autre que de l'argent et du pouvoir. Mais maintenant, en le regardant tenir son neveu, elle vit quelque chose changer sur le visage de son employeur. Les traits durs s'adoucirent, les yeux froids se réchauffèrent. C'était comme si un cœur gelé commençait enfin à dégeler. « Viens, dit Antoine en se levant, on va te trouver une chambre. Demain, on ira faire les boutiques pour acheter de nouveaux vêtements. Et ensuite, il faudra qu'on parle de l'école. » « L'école ?» Les yeux de Louis s'illuminèrent. « Je ne suis pas allé à l'école depuis que maman est tombée malade. »« Eh bien, ça va changer. Tu es un Dubois maintenant. Et les Dubois reçoivent la meilleure éducation que l'argent puisse acheter. » Alors qu'il marchait dans le couloir, la petite main de Louis se glissa dans celle d'Antoine. Les bracelets en or à leurs poignets attrapèrent la lumière, scintillant, comme des promesses enfin tenues. Dans son immense pentouse qui n'avait jamais semblé une maison, Antoine Dubois réalisa que parfois, les plus grands trésors ne sont pas ceux que l'on peut acheter. Parfois, ils viennent sous la forme d'un petit garçon aux yeux de son frère et d'un cœur assez grand pour pardonner. La nouvelle se répandit dans la haute société parisienne comme une traînée de poudre. Antoine Dubois, l'homme d'affaires, le plus impitoyable de la ville, avait recueilli un garçon sans abri prétendant être son neveu. Les chroniques mondaines ne pouvaient pas en avoir assez. « C'est une arnaque », dit Chloé Delacroix, posant son verre de champagne au gala de Charité. Elle était l'ex-fiancée d'Antoine, et elle ne lui avait toujours pas pardonné d'avoir rompu leur fiançailles il y a 3 ans. Une femme a probablement entraîné ce garçon à arnaquer Antoine. Tout le monde sait combien il aimait son frère. J'ai entendu dire que le garçon a même le vieux bracelet de Louis, chuchota Isabelle Moreau, une autre mondaine. Mais ça pourrait être un faux. Ces gens de la rue peuvent être très malins. Elle ne savait pas qu'Antoine pouvait entendre chaque mot depuis son emplacement près de l'entrée de la salle de bal. Il y a 2 semaines, leurs mots l'auraient mis en colère. Maintenant, ils ne le rendèrent que triste. C'étaient les personnes qu'il avait appelées amis. C'était le monde qu'il avait choisi plutôt que de retrouver sa famille. Oncle Antoine. Louis tira sur sa nouvelle veste de costume. C'était son premier événement formel, et il avait l'air mal à l'aise mais déterminé. « On peut rentrer bientôt ?» Antoine sourit à son neveu. « Encore un peu, mon pote, je dois parler à des partenaires commerciaux. » Le garçon hocha la tête courageusement, mais Antoine pouvait voir à quel point il était dépassé. Les 2 dernières semaines avaient été un tourbillon de changements, de nouveaux vêtements, de nouveaux médecins, de nouveaux tuteurs pour l'aider à rattraper son retard scolaire. Louis essayait tellement de s'adapter, d'être digne de sa nouvelle vie, que parfois cela brisait le cœur d'Antoine. « Monsieur Dubois !» Jean-Pierre Martin, le plus grand rival commercial d'Antoine, s'approcha avec un faux sourire. Et voici le fameux neveu dont nous avons tous entendu parler. Louis se rapprocha d'Antoine, sentant la tension. « Bonjour, monsieur Martin », dit Antoine froidement. « Vous savez, c'est drôle, » dit Martin, son sourire n'atteignant pas ses yeux. « Je venais de parler à mon détective privé. Il a trouvé des informations intéressantes sur les dernières années de Sophie Lefebvre. » La main d'Antoine se serra sur l'épaule de Louis. « Quoi que vous pensiez avoir trouvé, Martin, je vous suggère de vous taire. »« Oh, mais ne voulez-vous pas savoir, au sujet des dettes de jeu, des hommes avec lesquels elle était impliquée, des fois où elle a laissé le garçon seul pendant qu'elle... »« Arrêtez !» cria soudainement Louis. Les conversations voisines s'interrompirent. « Ne parlez pas de ma mère comme ça, elle a travaillé dur. Elle est tombée malade parce qu'elle travaillait à plusieurs emplois pour s'occuper de moi. » Martin recula, surpris par l'éruption. Antoine s'agenouilla à côté de son neveu, voyant les larmes dans ses yeux. « Louis, regarde-moi, dit-il, doucement. Ta mère était une femme extraordinaire. Monsieur Martin et des gens comme lui, ils ne comprennent pas ce que signifie lutter.
Se sacrifier pour quelqu'un qu'on aime. Mais il a dit ces choses pour nous faire du mal, parce qu'il est jaloux, parce que certaines personnes ne supportent pas de voir les autres heureux. Antoine se leva, faisant face à Martin. Et parce que certaines personnes oublient que je possède encore suffisamment d'actions dans leur entreprise pour leur rendre la vie très, très difficile. Le visage de Martin pâlit. Antoine, je ne voulais pas. Madame Dubois, appela Antoine à sa gouvernante qui les avait accompagnés pour aider Louis. S'il vous plaît, emmenez Louis prendre une glace. Je dois avoir une conversation privée avec Monsieur Martin. Après leur départ, le visage d'Antoine changea. La chaleur disparut, remplacée par l'expression froide qui lui avait valu sa réputation. « Écoutez attentivement, dit-il doucement. Si vous parlez à nouveau de Sophie Lefebvre, si vous essayez de blesser mon neveu, je détruirai tout ce que vous avez construit. Vous comprenez ?» Martin hocha rapidement la tête et s'empressa de partir. Chloé et ses amis bavardes trouvèrent soudainement des raisons d'être ailleurs. La foule se faufila autour d'Antoine comme de l'eau autour d'un rocher. Mais lorsque Louis revint avec un cornet de glace au chocolat, le sourire d'Antoine était de retour. « Prêt à rentrer à la maison, mon pote ?»« Oui, s'il vous plaît. » Louis hésita. « Oncle Antoine, je suis désolé d'avoir crié. Maman a toujours dit qu'il n'est pas poli d'élever la voix. Ta mère avait raison d'être polie, mais elle serait aussi fière que tu l'aies défendue. » Antoine redressa la cravate de Louis. « Tu sais quoi, je crois qu'on en a assez des soirées mondaines pour un moment. Et si demain on allait au jardin du Luxembourg à la place? Peut-être qu'on prendrait des saucisses à ce chariot que tu aimes ?» Le visage de Louis s'illumina. « Vraiment? Mais tu as dit que les chariots à saucisses étaient insalubres. Eh bien, peut-être que ton vieux oncle apprend que certaines des meilleures choses de la vie ne sont pas parfaites. » Antoine regarda leurs bracelets assortis. Parfois, elles sont juste réelles. Ce soir-là, après que Louis se soit endormi, Antoine s'assit dans son bureau en regardant de vieilles photos. Ce soir-là, après que Louis se soit endormi, Antoine s'assit dans son bureau, regardant de vieilles photos. Une photo similaire, d'un gala de charité il y a des années. Ils riaient tous les deux à une blague oubliée, leurs bracelets dorés visibles au flash de l'appareil photo. « J'essaie, frère, » murmura-t-il à la photo. « J'essaie d'être l'homme que tu as toujours pensé que je pouvais être. » Son téléphone vibra. Un message de son détective privé. Plus de détails sur les dernières années de Sophie avaient été découverts. Des factures d'hôpital qu'elle ne pouvait pas payer. Des lettres qu'elle avait écrites à Antoine et qui avaient été interceptées par le personnel de son père. Un petit journal intime où elle écrivait ses espoirs pour son fils. Antoine referma le dossier sans lire plus loin. Le passé était le passé. Ce qui importait maintenant, c'était le petit garçon qui dormait au bout du couloir, le garçon qui avait les yeux de son frère et le courage de sa belle-sœur. Demain, ils mangeraient des saucisses au jardin du Luxembourg. Demain, ils continueraient à construire leur nouvelle vie ensemble. Demain, ils prouveraient que parfois la famille ne dépend pas de ses origines, mais de ceux qu'on choisit de devenir. Et peut-être, juste peut-être, ils guériraient tous. Les deux enfin, Antoine était assis dans la salle d'attente du lycée Louis-le-Grand, sa jambe rebondissant nerveusement. Cela faisait 1 mois qu'il avait retrouvé Louis, et aujourd'hui, c'était l'entretien d'admission. Le meilleur lycée privé de Paris n'acceptait généralement pas d'élèves en cours d'année, mais le nom Dubois et un don généreux avaient ouvert des portes. « Monsieur Dubois » appela la secrétaire. « Madame Dubois vous reçoit. » Maintenant. Louis avait l'air terrifié dans son nouvel uniforme scolaire. Antoine lui serra la main en entrant dans le bureau. Madame Dubois était une femme à l'air sévère, aux cheveux gris acier et aux lunettes. Elle leva les yeux du dossier de Louis avec un froncement de sourcils. « Monsieur Dubois, même si nous apprécions votre contribution généreuse à notre département scientifique, j'ai de sérieuses inquiétudes. » Elle tapota les papiers sur son bureau. « Votre neveu a manqué près de 2 ans d'éducation formelle. Nos normes sont extrêmement élevées. Je sais que Louis peut rattraper son retard, » dit Antoine. « Il travaille avec des tuteurs tous les jours. Ce n'est pas seulement le niveau scolaire. » La voix de Madame Dubois était froide. « Nos élèves viennent des meilleures familles de Paris. Les parents sont inquiets à l'idée que leurs enfants s'associent à quelqu'un qui était récemment sans abri. » Les épaules de Louis se sont affaissées. Antoine sentit la colère monter en lui. « Mon neveu, dit-il doucement, vient de l'une des meilleures familles de Paris, la famille Dubois.
où notre nom n'a d'importance que lorsque vous encaissez mes chèques? Oncle Antoine, murmura Louis. C'est bon. On peut trouver un autre lycée. Non, ce n'est pas bon. Antoine se leva. Madame Dubois, laissez-moi vous parler de mon neveu. Sa mère a travaillé 3 emplois pour lui donner une vie meilleure. Même lorsqu'il n'avait rien, elle s'assurait qu'il lisait des livres à la bibliothèque. Elle lui a appris à être gentil, courageux et honnête, des choses que vos meilleures familles semblent avoir oubliées. Madame Dubois cligna des yeux, surprise par sa passion. Mais si vous ne le voulez pas ici, continua Antoine, c'est bien, je construirai mon propre lycée. Un lycée qui juge les enfants sur leur caractère, pas sur leur compte bancaire. Maintenant, monsieur Dubois, Madame Dubois fit marche arrière rapidement. Ne soyons pas précipités. Peut-être pourrions-nous donner à Louis une période d'essai. Non. La voix calme de Louis les fit tous les deux se retourner. Je ne veux pas y aller. Pas s'ils ne me veulent pas. Antoine regarda son neveu avec fierté. Tu as raison, mon pote. On y va. Alors qu'ils sortaient, Madame Dubois les appela. Monsieur Dubois, réfléchissez à ce que vous faites. Aucun autre grand lycée ne l'acceptera. Dans la voiture, Louis était silencieux. Je suis désolé, oncle Antoine. Je sais que tu voulais que j'aille dans un bon lycée. Hé, regarde-moi. Antoine se tourna vers son neveu. Tu viens de m'apprendre quelque chose d'important. Parfois, les choses que nous pensons être les meilleures ne le sont pas du tout. Ce soir-là, pendant que Louis faisait ses leçons avec Madame Dubois, Antoine passa des coups de fil, non pas à d'autres lycées privés, mais à des experts en éducation, des psychologues pour enfants, des enseignants expérimentés dans le traumatisme et l'interruption scolaire. Je veux créer quelque chose de nouveau, leur dit-il. Un lycée qui aide les enfants qui ont eu un début difficile. Des enfants comme mon neveu. Son avocat pensa qu'il était fou. Un lycée pour enfants défavorisés? Antoine, pensez à votre réputation. Vos partenaires commerciaux ne comprendront pas. Alors je trouverai de nouveaux partenaires commerciaux, dit simplement Antoine. Plus tard dans la nuit, il trouva Louis dans le salon regardant la photo de sa mère. Il l'avait retrouvée dans son ancien appartement, ainsi qu'une boîte de photos de bébé de Louis que le propriétaire avait gardée. « Maman vous aurait adoré maintenant », dit Louis doucement. « Vous êtes si différent de ce dont elle se souvenait. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle a dit que vous étiez toujours en colère, après la mort de mon père. Elle a dit que vous aviez cessé de sourire. » Antoine s'assit à côté de son neveu. « J'étais en colère. Contre le monde. Contre mon père, contre moi-même. J'étais en colère pendant si longtemps que j'avais oublié comment être autre chose. Mais vous n'êtes plus en colère? Non. » Antoine toucha son bracelet. Il est difficile d'être en colère quand quelqu'un vous montre ce qui compte vraiment. Louis s'appuya contre l'épaule de son oncle. « Puis-je vous dire un secret? Parfois j'ai encore peur. Peur de quoi? Que ce ne soit pas réel. Que je vais me réveiller et me retrouver dans la rue. Ou que vous décidiez que je suis trop de problèmes. » Le cœur d'Antoine se brisa un peu. Il serra Louis dans ses bras. « Écoute-moi, c'est réel. Tu es ma famille, la seule famille qu'il me reste. Et rien au monde ne pourrait me faire te laisser partir. Promis, je le promets. » Antoine leva son poignet, le bracelet doré attrapant la lumière. « Tu vois ça? Ton père et moi avons fait une promesse quand nous avons eu ceci, d'être toujours là l'un pour l'autre. Maintenant, je fais la même promesse à toi. » Louis sourit, touchant son propre bracelet. « Oncle Antoine, j'ai une idée pour le lycée. »« Ah oui? Peut-être. Peut-être qu'on pourrait le nommer d'après maman? Le lycée Sarah Lefebvre ?» Antoine sentit des larmes dans les yeux. « Je pense que c'est parfait, mon pote. Et tu sais quoi? Peut-être que tu peux m'aider à le concevoir. Dis-moi ce dont les enfants comme toi ont vraiment besoin. Des enfants comme moi, des enfants courageux, des enfants forts, des enfants qui n'abandonnent jamais, aussi difficiles que soient les choses. » Cette nuit-là, après que Louis soit allé se coucher, Antoine travailla tard dans son bureau. Mais au lieu de regarder les marges bénéficiaires et les rapports boursiers, il esquissait des plans pour un lycée. Un endroit où les enfants seraient valorisés pour leur cœur, pas pour leur compte bancaire. Un endroit qui rendrait son frère fier. Sur son bureau, à côté de son ordinateur, se trouvait la photo de Sophie. Elle souriait, le jeune Louis sur ses genoux, tous les deux vêtus de vêtements simples, mais ayant l'air heureux. « Merci », murmura-t-il à la photo, « de l'avoir gardée en sécurité, de lui avoir appris tout ce que j'avais oublié.
Je promets que je passerai le reste de ma vie à rattraper le temps perdu. » Devant la fenêtre de son bureau, Paris brillait de son habituel glamour. Mais Antoine Dubois, autrefois l'homme d'affaires le plus impitoyable de la ville, ne voyait plus les lumières. Il ne voyait qu'un avenir brillant de possibilités, un avenir où l'amour et les deuxièmes chances comptaient plus que tout l'argent du monde. La construction du lycée Sarah Lefebvre a fait la une des journaux. Certains ont appelé cela « à une crise de la quarantaine d'Antoine Dubois ». D'autres ont dit que c'était un coup de publicité. Mais Antoine ne se souciait plus des chroniques mondaines. Il avait des choses plus importantes à gérer. Oncle Antoine. Louis entra en trombe dans son bureau à domicile un matin, agitant un journal. « Regarde, ils ont écrit sur maman. » L'article parlait de la vie de Sophie, de ses difficultés en tant que mère célibataire et de son rêve de donner à son fils une bonne éducation. Antoine s'était assuré que le journaliste raconte la vraie histoire, et non la version déformée que ses ennemis avaient essayé de répandre. « Elle aurait été si heureuse, » dit Louis, les yeux brillants. Tout un lycée nommé d'après. « Elle ?» Mais leur moment heureux fut interrompu par le téléphone d'Antoine qui sonna. C'était sa secrétaire qui avait l'air inquiète. « Monsieur Dubois, votre père est là. » Antoine sentit son sang se glacer. Bernard Dubois, l'homme qui avait chassé Sophie, qui avait tenu Louis éloigné de sa famille pendant 10 ans, attendait dans le hall de la tour First. « Faites-le monter à mon bureau, » dit Antoine. Puis, il se tourna vers Louis. « Mon pote, j'ai besoin que tu restes avec Madame Dubois pendant un moment. J'ai une réunion importante. » Le sourire de Louis s'est estompé. Il s'améliorait dans la lecture de l'humeur de son oncle. « Est-ce que quelque chose ne va pas ? » ?»« Non, tout va bien. Juste des choses ennuyeuses liées aux affaires. » Antoine essaya de paraître décontracté. « Pourquoi tu ne montrerais pas l'article sur ta mère à Madame Dubois ?» Mais lorsqu'il entra dans son bureau à la Tour First 20 minutes plus tard, les mains d'Antoine tremblaient. Il n'avait pas parlé à son père depuis les funérailles de Louis 10 ans auparavant. Bernard Dubois se tenait près de la fenêtre, regardant la ville. Il était plus âgé maintenant, ses cheveux entièrement blancs, mais il avait toujours la même présence froide qui avait dominé l'enfance d'Antoine. « Bonjour, père. » Bernard se retourna lentement. « Donc c'est vrai, vous jetez la réputation de la famille pour un petit voyou des rues. Ce petit voyou des rues est votre petit-fils. » La voix d'Antoine était d'acier. « Le fils de Louis, le garçon, que vous avez forcé Sophie à cacher. J'ai fait ce qui était nécessaire. » Le visage de Bernard ne montrait aucune émotion. Le nom Dubois signifie quelque chose dans cette ville. Nous ne pouvions pas le laisser être terni par une serveuse avide d'or et son enfant illégitime. « Elle s'appelait Sophie Lefebvre, » dit Antoine les dents serrées, « et elle valait 1000 comme vous. Elle a élevé ce garçon avec rien, pas d'argent, pas d'aide, pas de famille. Alors que nous vivions dans le luxe, elle s'est épuisée en essayant de lui donner une vie meilleure. Et maintenant, vous allez jeter tout ce que nous avons. » Construit? Pourquoi? La culpabilité? Non. Antoine alla à son bureau et prit une photo encadrée, Louis et lui au jardin du Luxembourg, tous les deux souriants, leurs bracelets dorés scintillant au soleil, pour l'amour, pour la famille, pour toutes les choses que vous n'avez jamais comprises. Les yeux de Bernard se sont rétrécis. Je vous préviens, Antoine, si vous faites ça, si vous construisez ce lycée, si vous continuez à faire défiler ce garçon, je n'aurai pas d'autre choix que d'agir. Vous me menacez? Je protège l'héritage de notre famille. Antoine rit, mais il n'y avait pas d'humour. Notre héritage? Laissez-moi vous parler de notre héritage, père. Notre héritage, c'est une femme qui est morte seule parce que nous l'avons abandonnée. Un petit garçon qui a dormi dans la rue pendant que son oncle vivait dans un penthouse. C'est l'héritage Dubois dont vous êtes si fiers. Vous faites une erreur, avertit Bernard. Le conseil d'administration ne tolérera pas ça. Vos investisseurs ne comprendront pas. Alors qu'ils s'en aillent. Antoine s'assit à son bureau. Je ne suis plus cet homme-là, celui qui se souciait plus de l'argent que des gens, celui que vous avez transformé en une copie de vous-même. Vous le regretterez. Non, père. La seule chose que je regrette, c'est de ne pas avoir retrouvé Louis plus tôt, de ne pas vous avoir affronté lorsque Sophie avait besoin d'aide. Mais ça change maintenant. Antoine appuya sur un bouton de son téléphone. La sécurité va vous escorter dehors. Ne revenez pas. Alors que les agents de sécurité apparaissaient, Bernard se retourna une dernière fois. Ce garçon détruira tout ce que vous avez construit. Non, dit Antoine doucement. Il m'a déjà aidé à construire quelque chose de mieux. Après le départ de son père,
Antoine resta seul dans son bureau pendant longtemps. Ses mains tremblaient toujours, mais maintenant de colère plutôt que de peur. Toutes ces années, il avait eu si peur de décevoir son père, tellement désespéré d'obtenir son approbation, qu'il était devenu quelqu'un qu'il détestait. Quand il rentra enfin chez lui ce soir-là, il trouva Louise et Madame Dubois dans la cuisine. Ils faisaient des biscuits, quelque chose d'impensable, dans sa maison quelques mois auparavant. « Oncle Antoine ?» Le visage de Louis était taché de farine. « On a fait des pépites de chocolat, vos préférés. » En regardant le visage heureux de son neveu, Antoine sentit le dernier poison de son père s'écouler. C'était la vraie richesse, c'était le vrai succès. Non pas les tours vides ou les salles de conférence froides, mais la chaleur d'une cuisine remplie de l'odeur des biscuits et du son des rires. « Hé, mon pote !» dit-il en serrant Louis dans ses bras. « Et si on mangeait ces biscuits et que je te raconte des histoires sur ton père? Les bonnes, sur notre enfance, sur comment il a toujours défendu ce qui était juste, quoi qu'on dise. » Les yeux de Louis se sont illuminés. « Vraiment, vous ne parlez jamais de lui. » « Eh bien, il est temps que je commence, parce que tu es comme lui, tu sais, fort, courageux et gentil. » Alors qu'ils étaient assis à la table de la cuisine, partageant des biscuits et des histoires, Antoine toucha son bracelet. Il pouvait presque entendre la voix de son frère. « Tu as enfin réussi, Antoine. C'est ça qui compte. » Et pour la première fois en 10 ans, Antoine Dubois se sentait vraiment complètement en paix. La réunion du conseil d'administration fut pire qu'Antoine ne l'avait prévu. Bernard Dubois avait été occupé, retournant les membres du conseil contre son fils, semant des doutes sur l'état mental d'Antoine depuis qu'il avait recueilli son neveu. Le cours de l'action de la société a chuté de 15%, a annoncé Thomas Wheeler, le membre le plus ancien du conseil d'administration. Votre père a raison, Antoine. Ce projet de lycée, cet intérêt soudain pour la charité, cela rend nos investisseurs nerveux. Nos investisseurs. Antoine regarda autour de la table. Ou mon père. Le fait est, intervint Jennifer Roberts, une autre membre du conseil d'administration, vous avez changé. L'homme d'affaires impitoyable qui a construit cette entreprise semble avoir disparu. Et maintenant, nous apprenons que vous vendez vos actions pour financer ce lycée? Oui, dit simplement Antoine. Je vends 30% de mes participations. Le lycée Sarah Lefebvre a besoin de financements appropriés. La salle a éclaté en protestation. Antoine les laissa crier. Son esprit s'est envolé vers ce matin, lorsqu'il avait déposé Louis à son école temporaire. Son neveu était nerveux à propos d'un contrôle de mathématiques, mais déterminé à bien faire. « J'ai beaucoup étudié, oncle Antoine, » avait dit Louis. « Je veux te rendre fier. Je suis déjà fier de toi, mon pote, » lui avait-il dit, chaque jour. Maintenant, en regardant ces visages en colère autour de la table de conférence, Antoine se demandait comment il avait pu penser que ces personnes étaient ses amis. « Il y a autre chose, » dit Wheeler, la voix grave. « Votre père a la preuve que la mère du garçon était impliquée avec des personnes douteuses. Si cela sort le nom Dubois, arrêtez. » La voix d'Antoine a traversé la pièce comme une lame. « Si l'un d'entre vous, si mon père, essaie de salir à nouveau le nom de Sophie, je m'assurerai personnellement que chaque sale secret de cette entreprise sera révélé. Et croyez-moi, je les connais tous. » La menace flottait dans l'air. Plusieurs membres du conseil d'administration ont bougé mal à l'aise. « Maintenant, continua Antoine, vous avez deux choix. Soit accepter que Dubois Industries est en train de changer en devenant quelque chose de mieux qu'une machine, argent sans âme, soit rachetez-moi complètement. Je m'en fiche. Vous ne voulez pas dire ça, a haleté Jennifer. Cette entreprise est votre vie. Non, Antoine sourit. Ma vie, c'est aller chercher mon neveu à l'école, l'aider à faire ses devoirs, le regarder devenir un jeune homme incroyable. L'entreprise, c'est juste de l'argent. Il se leva, redressant sa cravate. Vous avez jusqu'à la fin de la semaine pour décider. Maintenant, si vous me le permettez, j'ai promis à Louis d'être à sa pièce de théâtre scolaire. Il se leva, redressant sa cravate. Vous avez jusqu'à la fin de la semaine pour décider. Maintenant, si vous me le permettez, j'ai promis à Louis d'être à sa pièce de théâtre scolaire. Comme la liberté. Pour la première fois de sa vie d'adulte, Antoine n'avait pas peur de tout perdre. Parce qu'à présent, il savait ce que tout signifiait vraiment. Mais lorsqu'il atteignit sa voiture, son chauffeur semblait inquiet. « Monsieur Dubois, il y a eu un appel du lycée de Louis. » Le cœur d'Antoine se serra. « Qu'est-il? Arrivé ?»
Le garçon a eu une sorte de crise de panique pendant une répétition. Ils ont dit qu'il allait bien, mais... Antoine courait déjà vers l'ascenseur, se dirigeant vers le parking et sa voiture personnelle. L'école était à 15 minutes, mais il y arriva en 10. Il trouva Louis au bureau de l'infirmière, petit et pâle. Madame Dubois était déjà là, lui tenant la main. « Oncle Antoine !» La voix de Louis tremblait. « Je suis désolé, j'ai tout gâché. »« Eh non !» Antoine s'agenouilla à côté de lui. « Que s'est-il passé, mon pote ?» C'était la pièce. Je m'en sortais bien, je me souvenais de toutes mes répliques. Mais ensuite, j'ai vu grand-père Bernard dans le public. Antoine sentit une colère froide monter en lui. « Quoi ? Il n'a rien fait !» dit rapidement Louis. « Il est juste resté assis là, mais il avait l'air si en colère. Et je me suis souvenu de ce que maman disait, sur la façon dont il l'avait fait partir. Et j'ai eu peur qu'il me fasse partir aussi. Louis, regarde-moi. » Antoine prit les mains de son neveu, leurs bracelets se touchant. « Personne, pas même Bernard Dubois, ne peut te prendre loin de moi. Tu es mon fils maintenant, tu comprends ? Mon fils. » C'était la première fois qu'il le disait à haute voix. Les yeux de Louis se remplirent de larmes, mais cette fois c'étaient des larmes de joie. « Vraiment ?» chuchota-t-il. « Légalement ? Eh bien, pas encore. » Antoine sourit. « Mais si tu veux, on peut changer ça. J'ai parlé à mes avocats des documents d'adoption. » Louis jeta ses bras autour du cou de son oncle. « Oui, oui, je veux ça. » Madame Dubois essuya ses yeux, marmonnant quelque chose en espagnol sur les miracles et les anges. « Très bien alors. » Antoine serra son neveu, son fils, fort dans ses bras. « Rentrons à la maison. Et demain, nous commencerons les démarches pour officialiser ça. » Mais alors qu'ils se dirigèrent vers la voiture, le téléphone d'Antoine vibra avec des messages de la réunion du conseil d'administration. Son père prenait des mesures pour forcer un vote de défiance. L'entreprise qu'il avait passée sa vie à construire lui échappait. Regardant le visage heureux de Louis pendant qu'ils rentraient chez eux, Antoine réalisa qu'il s'en fichait. Qu'ils prennent l'entreprise, qu'ils prennent l'argent. Il ne pouvait pas prendre ce qui comptait vraiment. Ce soir-là, alors qu'ils étaient assis dans leur pizzeria préférée, parce que Louis avait déclaré que c'était un jour à pizza. Antoine regarda son neveu bavarder avec enthousiasme au sujet de l'adoption. Le bracelet doré du garçon captait la lumière, assorti à celui au poignet d'Antoine. « Tu sais quoi, papa ?» dit soudainement Louis, essayant le nouveau mot. « Maman avait raison à ton sujet. Qu'est-ce que tu veux dire ? Elle a toujours dit qu'il y avait une bonne personne en toi attendant juste de sortir. Elle a dit que mon père le savait. Aussi, c'est pourquoi ils n'ont jamais abandonné l'espoir que tu me trouverais un jour. » Antoine sentit des larmes dans les yeux. « Ta mère était une femme très sage. La plus sage. » Je acquiesça Louis, prenant une autre part de pizza. « Alors, quand est-ce que je peux aider à concevoir ma nouvelle chambre à l'école ? » « Ta chambre ? Eh oui, tu es le directeur, n'est-ce pas ? Donc on y vivra ?» Antoine rit. « Je n'y avais pas pensé. Mais tu sais quoi ? Ce n'est pas une mauvaise idée du tout. » Dehors, l'élite parisienne colportait probablement des ragots sur la chute d'Antoine Dubois. Mais à l'intérieur d'une petite pizzeria, un père et un fils planifiaient leur avenir. Et c'était plus beau que n'importe quel bureau de direction. L'audience d'adoption était fixée à mardi matin. Antoine avait acheté à Louis un nouveau costume pour l'occasion, et Madame Dubois avait passé 1 heure à essayer de dompter les cheveux indisciplinés du garçon. « Arrête de gigoter », le réprimanda-t-elle gentiment, ajustant la cravate de Louis. « Tu es très beau. » Mais alors qu'ils entraient au palais de justice de Paris, Antoine sentit son estomac se nouer. Bernard Dubois se tenait dans le hall, parlant à une femme qu'Antoine reconnut comme une assistante sociale. « Oncle Antoine ?» Louis lui prit la main. « Que fait-il ici ?» Avant qu'Antoine ne puisse répondre, son père s'approcha d'eux. « Je suis désolé que cela ait dû en arriver là, » dit Bernard, sans avoir l'air désolé du tout. « Mais vous ne m'avez laissé aucun choix. » L'assistante sociale s'avança. « Monsieur Dubois, je suis Clara Bennett de l'aide sociale à l'enfance, ASE. Nous devons discuter de certaines préoccupations qui ont été soulevées concernant le placement de Louis chez vous. » Quelle préoccupation ? La voix d'Antoine était glaciale. « Votre père a fourni des documents suggérant que vous êtes mentalement instable. Les changements de personnalité soudains, le fait de donner votre fortune, l'obsession pour ce projet scolaire. » Elle consulta ses notes. « Il y a aussi la question de vos heures de travail, l'absence d'un système de soutien familial approprié. » « C'est ridicule, » interrompit Antoine.
J'ai des références, des rapports médicaux. Les professeurs de Louis vous diront à quel point il se débrouille bien. Néanmoins, nous devons enquêter sur toutes les allégations sérieuses. Clara regarda Louis. « Chérie, veux-tu venir avec moi un instant? Nous devons parler en privé. » La poigne de Louis sur la main d'Antoine se resserra. « Non, je veux rester avec mon père. » Le visage de Bernard s'assombrit au mot « père ». « Vous voyez, dit-il à Clara, il a déjà corrompu le garçon, en lui faisant oublier son vrai père, mon fils Louis. Ce n'est pas vrai. » La voix de Louis résonna dans le hall. « Je sais tout sur mon vrai père. Oncle Antoine me raconte des histoires à son sujet tous les soirs, à quel point il était courageux et gentil, et comment il m'aurait aimé s'il m'avait connu. » Clara sembla surprise par l'éruption de Louis. « Et j'ai la preuve que je suis avec oncle Antoine. » Louis retroussa sa manche, montrant son bracelet. « Voyez, mon père l'a donné à ma mère, et oncle Antoine a le même. Nous sommes une famille, une vraie famille. » Antoine sentit des larmes dans les yeux. Son brave et merveilleux garçon. « Madame Bennett, dit-il doucement, je sais que mon père a de l'influence. Je sais qu'il peut rendre les choses difficiles pour quiconque s'oppose à lui. Mais s'il vous plaît, regardez les faits. Regardez les dossiers scolaires de Louis depuis qu'il vit avec moi. Regardez ses rapports médicaux, montrant qu'il a enfin un poids santé. Regardez ses évaluations thérapeutiques, où il parle de se sentir en sécurité et aimé pour la première fois depuis la mort de sa mère. » Clara hésita, regardant Antoine et Bernard. « Et oui, continua Antoine, je donne ma fortune pour construire une école pour les enfants comme Louis, les enfants qui méritent une chance. Si cela me rend mentalement instable aux yeux de mon père, alors soit. »« Tu fais une scène, » siffla Bernard. « Non, père, je mets enfin les choses au clair. » À ce moment-là, l'avocat d'Antoine se précipita vers eux, portant un dossier. « Je suis désolé d'être en retard, mais j'ai quelque chose que vous devez voir, Madame Bennett. » Il lui tendit une pile de papiers. Ce sont des lettres de Sophie Lefebvre à Bernard Dubois, le suppliant de la laisser parler à Antoine de son neveu. Des relevés bancaires montrant l'argent qu'il lui a payé pour disparaître. Et surtout, ses menaces de lui enlever le bébé si elle ne se conformait pas. Les yeux de Clara s'écarquillèrent lorsqu'elle lut. Le visage de Bernard pâlit. « Tu as gardé ça ?» demanda Bernard. « Après toutes ces années ?»« Non, » dit Antoine. « Sophie l'a fait. Elle les a laissés chez son propriétaire, avec des instructions pour les donner à Louis lorsqu'il aurait 18 ans. Le propriétaire m'a contacté la semaine dernière. « Monsieur Dubois, Bernard Dubois, » dit Clara, sa voix professionnelle mais froide. « Je pense que nous devons discuter de ces documents avec le juge du tribunal de grande instance de Paris. Et je vais recommander une enquête complète sur vos actions concernant Sophie Lefebvre et son fils. » Bernard redressa sa cravate. « Vous allez le regretter, Antoine. Vous tous. » Mais alors qu'il s'enfuyait, ses menaces semblaient creuses. Le puissant Bernard Dubois, enfin exposé pour ce qu'il était. « Papa ?» La voix de Louise était faible. « Est-ce qu'on est toujours adopté aujourd'hui ?» Antoine s'agenouilla à sa hauteur. « Mais oui, mon pote, rien ne va nous arrêter maintenant. » Clara Bennett les regarda avec un léger sourire. « L'audience a lieu dans 20 minutes. Je vais recommander l'approbation immédiate de l'adoption. Et monsieur Dubois, ce que vous faites avec l'école, c'est admirable. » 2 heures plus tard, c'était officiel. Louis Martinez Dubois devint Louis Martinez Dubois le maire, légalement et pour toujours le fils d'Antoine. Alors qu'il sortait du palais de justice de Paris, Louis leva les yeux vers le ciel bleu vif. Maman serait tellement heureuse en ce moment. Oui, elle le serait. Antoine serra l'épaule de son fils. Et si on fêtait ça? N'importe où tu veux aller. On peut aller sur le chantier de l'école. Je veux le dire à maman, je sais qu'elle n'est pas vraiment là, mais elle est là, dit doucement Antoine. Dans chaque brique que nous posons, dans chaque vie que nous allons aider. Elle est là. Ils se rendirent sur le chantier de construction où l'école Sophie Lefebvre prenait forme. Les ouvriers avaient pris l'habitude de les voir là, l'homme d'affaires et le garçon qui semblait toujours avoir des suggestions sur ce que les enfants aimeraient dans une école. Debout dans ce qui serait la cour principale, Louis toucha son bracelet. « Tu sais ce que je viens de réaliser? Quand l'école ouvrira, d'autres enfants comme moi auront une chance. Ils n'auront pas à avoir peur, à avoir faim ou à être seuls. C'est exact? Et peut-être... » Louis hésita. « Peut-être qu'un jour, je pourrai aider à la diriger? Genre, quand je serai plus âgé. Pour aider d'autres enfants comme tu m'as aidé? »
Antoine sentit son cœur gonfler de fierté. « Je pense que c'est une merveilleuse idée. L'héritage du bois le maire. Aider les gens au lieu de simplement gagner de l'argent. » Alors que le soleil se couchait derrière l'école à moitié construite, projetant de longues ombres sur le chantier, Antoine regarda son fils, le garçon qui avait tout changé, qui lui avait rappelé ce qui comptait vraiment dans la vie. « Et papa ?» dit soudainement Louis. « Je t'aime. » C'était la première fois qu'il le disait. Antoine le serra fort dans ses bras, leur bracelet assorti scintillant dans la lumière déclinante. « Je t'aime aussi, fils, plus que tout au monde. » Et quelque part, Antoine en était sûr, Sophie et son frère souriaient sur eux. Leur famille, enfin unie. Leur amour, enfin chez lui. Le jour de l'ouverture de l'école. Sophie Lefebvre était dans 2 semaines. Les ouvriers se précipitèrent pour terminer les derniers détails, tandis qu'Antoine et Louis arpentèrent les couloirs, vérifiant chaque salle de classe, chaque recoin. « Regarde, papa. » Louis pointa du doigt avec enthousiasme la bibliothèque. Ils mettent la photo de maman. Le grand portrait de Sophie Lefebvre leur souriait du haut de l'entrée de la bibliothèque. Elle avait l'air jeune et belle, ses yeux bienveillants, semblant veiller sur l'espace qui serait bientôt rempli des rires des enfants. L'endroit idéal pour ça, acquiesça Antoine. Elle aimait toujours les livres, mais leur moment heureux fut interrompu par le téléphone d'Antoine qui sonna. C'était son avocat, et sa voix était urgente. « Antoine, on a un problème. Votre père a déposé une injonction pour empêcher l'ouverture de l'école. Il prétend que vous avez utilisé illégalement des fonds de la société pour la construire. C'est impossible, dit Antoine. J'ai utilisé mon propre argent. J'ai toute la documentation. Il dit qu'une partie du financement initial provenait des comptes de Dubois Industries. Avant que vous ne vendiez vos actions, il exige un audit complet. » Louis tira la manche de son père. « Papa, qu'est-ce qui ne va pas ?» Antoine couvrit le téléphone. « Rien, mon pote. Juste quelques problèmes de paperasse. » Mais son cœur battait la chamade. Il savait que son père mentait, mais Bernard Dubois avait des juges et des politiciens dans sa poche. Il pouvait engloutir l'école dans des batailles juridiques pendant des mois. « Il y a plus, » continua l'avocat. « Il réclame également une évaluation psychiatrique. Il dit que votre comportement récent montre une instabilité mentale qui pourrait mettre les élèves en danger. » Antoine sentit une colère froide monter en lui. Même après avoir perdu la bataille de l'adoption, son père n'abandonnerait pas ses tentatives de détruire tout ce qu'il et Louis avaient construit. Ce soir-là, après que Louis se soit endormi, Antoine était assis dans son bureau en regardant de vieux documents financiers. Tout était légal, tout était documenté. Mais est-ce que cela importerait contre l'influence de son père? Un léger coup à la porte le fit lever les yeux. Louis se tenait là en pyjama, les cheveux en désordre à cause du sommeil. « Je t'ai entendu parler au téléphone tout à l'heure, » dit-il. « Grand-père Bernard essaie d'arrêter l'école, n'est-ce pas ?» Parfois, Antoine oubliait à quel point son fils était perspicace. « Viens ici, mon pote. » Il tapota la chaise à côté de lui. Louis s'assit, son bracelet doré captant la lumière. « Tu sais ce que maman disait quand les choses devenaient vraiment difficiles. Qu'est-ce que c'est ? Elle disait que les bonnes personnes gagnent à la fin. Non pas parce qu'elles sont plus fortes ou plus riches, mais parce qu'elles ont quelque chose qui vaut la peine de se battre. » Antoine serra son fils dans ses bras. « Ta mère était très sage. Donc on n'abandonne pas, c'est ça? » « En aucun cas. Mais ça pourrait devenir difficile pendant un certain temps. Les journaux pourraient dire du mal de nous à nouveau. » Louis haussa les épaules. « Ils disent déjà du mal. La semaine dernière, Thomas à l'école m'a montré un article qui te disait fou pour avoir donné ton argent. Je lui ai dit que tu n'étais pas fou. Tu t'es juste rappelé comment aimer les gens au lieu de l'argent. » Antoine sentit des larmes dans les yeux. Quand est-ce que son fils était devenu si sage? Le lendemain matin, Antoine convoqua une réunion d'urgence avec son équipe juridique. Mais au lieu de se réunir au bureau, il les fit venir à l'école. « Avant de discuter de la stratégie, leur dit-il, je veux que vous voyiez quelque chose. » Il les guida à travers les couloirs, leur montrant les salles de classe conçues pour les enfants qui avaient besoin d'aide supplémentaire pour rattraper leur retard. Le cabinet médical où les enfants pouvaient faire des examens et obtenir des médicaments que leur famille ne pouvait pas se permettre. La cafétéria, où chaque enfant prendrait 3 repas par jour. Ce n'est pas seulement une école, expliqua-t-il. C'est une seconde chance, le genre de chance que Louis a eue quand il m'a trouvé.
Le genre de chance que chaque enfant mérite. Ses avocats se regardèrent, puis le portrait de Sophie qui leur souriait. « Monsieur Dubois », t'a dit lentement son avocat principal, « je pense qu'il est temps de combattre le feu par le feu. Qu'est-ce que tu veux dire? La puissance de votre père vient de ses relations. Mais vous avez quelque chose qu'il n'a pas, une histoire en laquelle les gens veulent croire. Rendons cela public. Laissons les gens voir ce qu'il essaie vraiment de détruire. » Et c'est ce qu'ils firent. Antoine et Louis accordèrent des interviews. Ils invitèrent des journalistes à visiter l'école. Ils laissèrent les gens voir la vérité, non seulement sur les tentatives de Bernard de les arrêter, mais aussi sur l'importance de l'école. D'autres familles riches, touchées par leur histoire, commencèrent à promettre leur soutien. Des organisations de défense des droits de l'enfant ont proposé d'aider à mener les batailles juridiques. Même certains des anciens amis de Bernard ont commencé à prendre leur distance avec lui, ne voulant pas être vus s'opposant à une cause aussi digne. Mais le moment le plus puissant arriva lorsque Louis prit la parole lors d'une conférence de presse. Debout malgré sa nervosité, il raconta son histoire. « Avant de trouver mon père, mon vrai père, Antoine, j'étais seul et effrayé. Ma mère a travaillé si dur pour me donner une bonne vie. Mais parfois le travail acharné ne suffit pas quand personne ne vous donne une chance. C'est de ça qu'il s'agit dans cette école. Donner une chance aux enfants comme moi. » La vidéo est devenue virale. Gueule Sauvons le col Sophie Lefebvre a commencé à être tendance sur les réseaux sociaux. L'empire de Richard Hayes s'effondrait à mesure que la vérité sur son traitement de sa propre famille émergeait. Un soir, assis dans ce qui allait devenir le jardin sur le toit de l'école, Louis demanda « Papa, penses-tu que grand-père Bernard a jamais aimé quelqu'un ?» Antoine réfléchit. « Je crois qu'il aimait le pouvoir et l'argent et son idée de ce que notre famille devait être. Mais l'amour véritable, celui qui vous donne envie d'aider. Les autres, je ne pense pas qu'il l'ait jamais compris. C'est triste. » dit simplement Louis. « Oui, ça l'est. » Antoine toucha son bracelet. « Mais tu sais quoi? Parfois, il faut tout perdre pour trouver ce qui compte vraiment. Je devenais comme lui avant de te trouver. » Louis s'appuya contre l'épaule de son père. « Penses-tu que l'école ouvrira vraiment à temps? Je ne sais pas, mon pote, mais je te le promets. Elle ouvrira. Peut-être pas la semaine prochaine, peut-être pas le mois prochain, mais elle ouvrira. Parce que ta mère avait raison. Les bonnes personnes finissent par gagner. » Au coucher du soleil sur Paris, projetant une lueur orangée sur l'école presque achevée, le père et le fils étaient assis ensemble, leurs bracelets assortis, scintillant dans la lumière déclinante. Ils avaient affronté les menaces et les mensonges, la haine et la peur. Mais ils avaient quelque chose que Bernard Dubois ne comprendrait jamais. Un amour plus fort que l'argent, plus fort que le pouvoir, plus fort que la haine. Et en fin de compte, cela ferait toute la différence. Le matin de l'audience au tribunal était froid et gris. Antoine ajusta la cravate de Louis dans les toilettes du palais de justice de Paris, essayant de cacher sa propre nervosité. « Souviens-toi, mon pote, quoi qu'il arrive aujourd'hui, nous sommes une famille, » termina Louis. « Rien ne peut changer ça. » La salle d'audience était bondée. Bernard Dubois était assis à une table avec ses avocats coûteux. Antoine et Louis étaient assis à une autre, entourés de leur équipe juridique et de partisans de la communauté. Madame Bernard, sans lien de parenté avec Sophie, mais Antoine y vit un bon signe, regarda par-dessus ses lunettes la foule assemblée. « Il s'agit d'une audience pour examiner l'injonction déposée par Bernard Dubois contre l'ouverture de l'école Sophie Lefebvre, » annonça-t-elle. « Monsieur Dubois, père, vos avocats peuvent présenter leur dossier. » L'avocat principal de Bernard se leva, lisse et raffiné dans son costume de 1000 €. « Votre honneur, nous avons l'intention de prouver qu'Antoine Dubois est devenu instable mentalement. Ses changements de personnalité soudains, ses décisions financières imprudentes, son obsession pour ce projet scolaire, ce sont les signes d'un homme qui n'est plus capable de prendre des décisions rationnelles. » Louis serra la main de son père sous la table. « De plus, » continua l'avocat, « nous avons des preuves que les fonds de Dubois Industries ont été utilisés de manière inappropriée au premier stade de ce projet. Nous demandons un audit complet et une évaluation psychiatrique avant que des enfants ne soient mis en danger. » Madame Bernard hocha la tête. « Et vos preuves ?» Les avocats de Bernard présentèrent des documents financiers, des photos du comportement erratique d'Antoine, jouant au jardin du Luxembourg avec Louis, mangeant dans des restaurants simples, travaillant aux côtés des équipes de construction sur le chantier de l'école.
Enfin, Bernard lui-même monta à la barre. « Votre honneur, dit-il gravement, en tant que père, cela me brise le cœur d'être ici. Mais j'ai vu mon fils sombrer dans l'instabilité depuis qu'il a recueilli ce garçon. » Il désigna Louis. « Il a jeté sa réputation, sa fortune, tout ce que nous avons construit ensemble. Tout cela pour une tentative mal avisée d'expiation pour la mort de son frère. » Objection. L'avocat d'Antoine se leva. Monsieur Dubois fait des commentaires. « Accordé, dit Madame Bernard. Veuillez vous en tenir aux faits, Monsieur Dubois. » Mais avant que Bernard ne puisse continuer, les portes de la salle d'audience s'ouvrirent en grand. Un homme âgé entra en titubant, soutenu par une infirmière. « J'ai besoin de parler, siffla-t-il, à propos de Bernard Dubois et de ce qu'il a fait à cette pauvre fille. » Antoine le reconnut. James Parker, l'ancien chauffeur de son père. « Votre honneur, protesta l'avocat de Bernard, ceci est irrégulier. Je retiens ça depuis 10 ans, dit James. Depuis le jour où M. Dubois m'a ordonné de conduire Sophie Lefebvre à la gare routière. Il lui a donné une enveloppe d'argent et lui a dit que si elle contactait ses fils, il s'assurerait qu'elle perde son bébé. La salle d'audience éclata en murmures. Le visage de Bernard devint rouge. « J'ai des preuves, continua James, brandissant un vieux téléphone portable. Je l'ai enregistré. Je ne pouvais pas dormir la nuit, sachant ce qu'il avait fait. Mais j'avais peur. Il a dit qu'il ruinerait ma famille, si je le disais un jour. » Madame Bernard leva la main pour demander le silence. « Monsieur Parker, êtes-vous disposé à témoigner sous serment? »« Oui, votre honneur. Et il y a plus. L'argent qu'il a donné à Sophie, ce n'était pas des fonds de la société. C'était son compte personnel. Le même compte qu'il utilise maintenant pour payer des gens pour mentir sur son fils. » Bernard se leva, d'un bond. « C'est absurde. Il est sénile, confus. »« Asseyez-vous, monsieur Dubois, » ordonna Madame Bernard. Puis elle se tourna vers Louis. « Jeune homme, pourriez-vous venir ici, s'il vous plaît ?» Louis se dirigea vers le banc du juge, le dos droit, son bracelet doré captant la lumière. « Louis, » dit le juge doucement, « j'ai beaucoup lu sur toi. Sur les luttes de ta mère, sur la découverte de ton oncle, ton père maintenant. Peux-tu me dire, avec tes propres mots, ce que cette école représente pour toi ?» Louis prit une profonde inspiration. « Cela signifie que ma mère n'est pas morte pour rien. Que ses rêves pour moi, pour d'autres enfants comme moi, peuvent se réaliser. Cela signifie que parfois, les pires choses de la vie peuvent conduire aux meilleures choses, si vous n'abandonnez pas l'espoir. » Il toucha son bracelet. « Mon premier père a donné celui-ci à ma mère pour lui montrer qu'elle faisait partie de la famille. Mon nouveau père porte celui qui lui correspond pour montrer que l'amour est plus fort que l'argent, que le pouvoir ou la haine. C'est ce que représente l'école. Donner à l'amour une chance d'être plus fort que toutes les mauvaises choses. » Il n'y avait pas une seule personne qui n'avait pas les larmes aux yeux dans la salle d'audience. Même certains des avocats de Bernard avaient l'air mal à l'aise. Madame Bernard sourit. « Merci, Louis. » Elle se tourna vers la salle. « J'en ai assez entendu. L'injonction est rejetée. De plus, j'ordonne une enquête sur les agissements de Bernard Dubois concernant Sophie Lefebvre et son petit-fils. » Elle regarda directement Bernard. Monsieur Dubois tentait de détruire une école pour enfants défavorisés pour satisfaire une vengeance personnelle et méprisable. Utiliser votre richesse et votre influence pour nuire à votre propre famille est impardonnable. Bernard se leva, redressant sa cravate. « Ce n'est pas fini, » dit-il froidement. « Si, père, ça l'est. » La voix d'Antoine était calme mais ferme. « Tu as perdu. Non seulement le procès, mais tout. Regarde autour de toi. Regarde ce que ton argent et ton pouvoir t'ont apporté. Tu es seul. Plus personne n'a peur de toi. » Comme pour prouver ses dires, les avocats de Bernard rangeaient déjà leur dossier, évitant le regard de leurs clients. Louis alla voir son grand-père. « Je suis désolé que tu ne saches pas comment aimer les gens, » dit-il simplement. « Ça doit être vraiment solitaire. Mais si tu veux jamais apprendre, l'école sera ouverte à tous, même toi. » Bernard s'enfuit sans un autre mot. Mais son pouvoir était brisé, ses secrets étaient exposés. Le puissant Bernard Dubois avait enfin rencontré quelque chose qu'il ne pouvait pas acheter ou intimider, la vérité. Devant le palais de justice de Paris, les journalistes se sont rassemblés autour d'Antoine et de Louis. Qu'est-ce que cela signifie pour l'école? Va-t-elle ouvrir comme prévu? Que ressentez-vous face aux agissements de votre père? Antoine souleva Louis sur ses épaules, comme il le faisait avec son frère lorsqu'ils étaient enfants. L'école Sophie Lefebvre ouvrira la semaine prochaine comme prévu.
et chaque enfant qui franchira ces portes apprendra ce que mon fils m'a appris, que l'amour est la plus grande puissance du monde. » Louis sourit à son père, leur bracelet, assorti scintillant au soleil, qui avait finalement percé les nuages. « On peut aller à l'école ?» demanda-t-il. « Je veux annoncer la bonne nouvelle à maman. »« Bien sûr, mon pote. » Antoine se mit à marcher, ignorant les journalistes qui les appelaient. « Je pense que ta mère le sait déjà. Mais allons lui dire quand même. » Alors qu'ils se rendaient sur le chantier de l'école, Louis fredonnait joyeusement sur la banquette arrière. Le pire était passé. L'avenir dont ils avaient rêvé était enfin assuré. Et quelque part, Antoine était sûr que Sophie et son frère fêtaient aussi. Leur famille avait gagné. L'amour avait gagné. Comme Sophie l'avait toujours dit, le matin de la cérémonie d'ouverture de l'école Sophie Lefebvre était parfait. Le soleil brillait à travers les grandes fenêtres, faisant briller les sols nouvellement polis. Des centaines de chaises remplissaient la cour principale, toutes face à la scène où le portrait de Sophie était accroché en toile de fond. Louis se tenait devant le miroir de leur nouvel appartement. Le dernier étage du bâtiment scolaire avait été transformé en une belle maison pour eux. Madame Dubois ajusta sa cravate tandis qu'Antoine regardait de l'entrée. « Je suis nerveux, papa, » admit Louis. « Et si je rate mon discours, parle simplement de ton cœur, » dit Antoine, « comme le ferait ta mère. » La cour se remplissait déjà. Lorsqu'ils descendirent, d'anciens enfants des rues et leurs familles étaient assis à côté de certains des citoyens les plus riches de Paris. Les caméras des journalistes ont flashé. Mais les invités les plus importants étaient les 100 enfants qui commenceraient les cours le lendemain. Des enfants qui, comme Louis, avaient juste besoin d'une chance. Madame le maire se dirigea vers le podium en premier. « Aujourd'hui, » annonça-t-elle, « nous n'ouvrons pas seulement une école, nous ouvrons des portes d'opportunités, nous changeons des vies. » Et tout a commencé parce qu'un petit garçon avec un bracelet doré a rappelé à l'un des hommes les plus puissants de notre ville ce qui compte vraiment dans la vie. Antoine serra l'épaule de Louis pendant que le maire continuait. « Mais je ne suis pas la meilleure personne pour raconter cette histoire. Au lieu de cela, j'aimerais vous présenter deux personnes très spéciales. Antoine Dubois et son fils Louis. » Les applaudissements furent tonitruants lorsque Louis et Antoine se dirigèrent ensemble vers le podium. Louis a dû se tenir sur une petite boîte pour atteindre le microphone, faisant sourire tout le monde. « Il y a 1 an, commença Louis, sa voix hésitante au début mais devenant plus forte. J'étais sans abri. Ma mère était décédée et je pensais être tout seul au monde. Puis un jour, j'ai eu très faim et je suis entré dans un restaurant chic. J'ai rencontré un homme qui semblait vraiment méchant au début. Mais ensuite, il a vu ça. » Louis leva son poignet, le bracelet doré brillant. Ce bracelet appartenait à mon premier père qui est décédé avant ma naissance. Son frère, mon nouveau père, en avait un exactement pareil. Et c'est là que tout a changé. Antoine s'avança, brandissant son bracelet assorti. Mon frère David et moi avons eu ces bracelets quand nous étions enfants. Ils étaient censés nous rappeler que la famille est la chose la plus importante dans la vie. Mais quelque part en chemin, j'ai oublié cette leçon. J'ai oublié beaucoup de leçons importantes. Il regarda son fils les larmes aux yeux. Puis cet incroyable garçon m'a trouvé. Lui et sa mère, Sophie Lefebvre, m'ont appris que la vraie richesse ne concerne pas l'argent. Il s'agit d'amour, d'aider les autres, de rendre le monde un peu meilleur que vous ne l'avez trouvé. Louis reprit la parole. C'est à ça que sert cette école. Maman disait toujours que l'éducation est la clé pour changer sa vie. Mais parfois, des enfants comme moi n'ont pas la chance d'aller dans de bonnes écoles. Parfois, nous avons juste besoin que quelqu'un croie en nous. L'assistance était silencieuse maintenant, beaucoup essuyant des larmes. Donc, cette école, continua Louis, est pour chaque enfant qui a besoin d'une chance. Chaque mère qui travaille 3 emplois pour donner à ses enfants une vie meilleure. Chaque famille qui a des difficultés mais qui n'abandonne pas. Ma mère disait que l'amour est plus fort que tout. Plus fort que l'argent, plus fort que la peur, plus fort que la haine. Cette école prouve qu'elle avait raison. À ce moment-là, une figure familière apparut à l'arrière de la foule. Bernard Dubois se tenait là, semblant plus âgé et d'une certaine manière plus petit qu'avant. Il n'essayait pas de causer des problèmes. Il regardait simplement, son visage impénétrable. Louis le vit aussi. Sans hésiter, il ajouta « Et c'est pour tous ceux qui ont besoin d'apprendre à aimer, parce qu'il n'est jamais trop tard pour changer, jamais trop tard pour devenir meilleur qu'hier. » Les yeux de Bernard croisèrent ceux d'Antoine. Pendant un instant,
Père et fils se sont regardés à travers la cour bondée. Puis Bernard fit un petit signe de tête et partit tranquillement. La cérémonie s'est poursuivie avec la coupure du ruban et les visites de l'école. Les nouveaux élèves ont couru avec enthousiasme dans les couloirs, choisissant leur salle de classe. Les parents ont pleuré de joie, sachant que leurs enfants allaient enfin obtenir l'éducation qu'ils méritaient. Plus tard dans la soirée, après le départ de tous les invités, Antoine et Louis étaient assis à leur endroit préféré, le jardin sur le toit. Les lumières de la ville scintillaient autour d'eux comme des étoiles. « Papa, » dit Louis doucement, « penses-tu que nous reverrons grand-père Bernard ? Je ne sais pas, mon pote, mais tu avais raison. Il n'est jamais trop tard pour changer. Peut-être qu'un jour, il comprendra ce que tu m'as appris. »« Serasme, qu'est-ce que je t'ai appris ?» Antoine sourit, touchant son bracelet, que les choses les plus précieuses de la vie ne peuvent pas être achetées, que le vrai bonheur vient d'aider les autres, que l'amour est la plus grande puissance du monde. Louis s'appuya contre l'épaule de son père. « Maman serait si fière de nous. Elle est fière de nous, mon fils. Elle et ton père. » Ils restèrent assis en silence confortable, observant la ville en contrebas. Demain, les couloirs se rempliraient des rires des enfants. Demain, les rêves commenceraient à se réaliser. Demain, l'héritage de Sophie Lefebvre perdurerait dans chaque vie touchée par son école. « Et papa ?» dit soudainement Louis. « Je viens de réaliser quelque chose. Tu te souviens quand tu m'as trouvé dans ce restaurant? Tu as dit que j'étais pathétique de mendier. Quel fils, je suis tellement désolé pour... Non, écoute. » Louis sourit. « Tu avais raison, je mendiais. Je mendiais de la nourriture parce que j'avais faim, mais en réalité, je mendiais aussi autre chose. Quoi? Une famille. Et regarde ce que j'ai obtenu. Le meilleur père du monde. » Antoine serra son fils dans ses bras, leurs bracelets assortis captant la lumière des étoiles. En dessous d'eux, l'école Sophie Lefebvre était prête à changer des vies. Au-dessus d'eux, les étoiles scintillaient comme les yeux de Sophie sur son portrait. Et entre eux, l'amour coulait fort, pur et infini. Ils avaient tout perdu pour trouver ce qui comptait vraiment. Ils avaient affronté la haine pour découvrir l'amour. Ils avaient été brisés pour devenir entiers. Et maintenant, enfin, ils étaient chez eux. Sur son portrait à l'entrée de l'école, Sophie Lefebvre souriait à tous ceux qui entraient. Son rêve s'était réalisé d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Son fils était en sécurité et aimé. Son nom aiderait d'autres enfants à trouver leur chemin. Et l'homme qu'elle avait autrefois connu comme le frère en colère de son petit ami était devenu le père qu'elle avait toujours espéré que son fils aurait. Les bracelets dorés qui les avaient réunis continueraient à briller, rappelant à tous ceux qui les voyaient que parfois les plus grands trésors ne sont pas ceux que l'on peut acheter. Parfois ce sont ceux que l'on trouve lorsqu'on a tout perdu. Et c'est ainsi que l'histoire d'un petit garçon avec un bracelet doré a changé non seulement 2 vies, mais d'innombrables autres. Parce que l'amour, comme Sophie l'a toujours dit, est la puissance la plus forte du monde. Il peut guérir les cœurs brisés, réparer les familles brisées et même apprendre à l'homme d'affaires le plus froid de Paris à être à nouveau chaleureux. Il suffit d'une chance, un bracelet doré et un cœur assez courageux pour aimer.